Bonjour à tous. Nous arrivons presque à la fin de ce marathon qui a été l'ADEX 2020. Nous avons échangé au cours de ces 2 journées sur beaucoup de thématiques, notamment la digitalisation, le mobile money, l'administration numérique et j'en passe. Mais le moteur de tous ces thèmes, de toutes ces révolutions, reste Internet. Donc, il était donc juste de discuter de la façon dont Internet est utilisé, coordonné, géré, façonné, bref, de la gouvernance de l'Internet. Je reçois donc ce soir ou cet après-midi 3 experts, il y en a 2 qui sont connectés pour l'instant, je pense, qui sont passionnés de gouvernance d'Internet. J'ai cité Mme Ololade Shalon, qui est Privacy Manager, Policy Manager chez Facebook, en charge de l'Afrique et du Middle East. Elle est basée en Afrique du Sud. Good afternoon, Madame Ololade, and welcome. Thank you very much. Good afternoon. Monsieur Koudougumi Yacoub Abdelkrim, qui est directeur Afrique de l'Internet sans frontières et chercheur associé chez IPSE. Il est aussi activiste politique tchadien, militant des droits humains et chef d'entreprise. Yacoub est basé en France. Bonjour Yacoub et bienvenue. Qui est directeur Afrique de l'Internet sans frontières et chercheur associé. Oui, tu nous entends, Yacoub? Là, je suis connecté. Ça, là, je suis connecté. Troisième panéliste, M. Ahmed Kaouja. Ahmed, bonjour. Directeur général de LTE Maroc. C'est un magazine marocain. Il est expert de l'Union internationale des télécommunications et il a été, dans un passé récent, DG de l'Agence nationale de la réglementation des télécoms du Maroc et il est aussi enseignant. Bonjour, M. Kaouja. Bonjour, monsieur. Alors, M. Kaouja, pouvez-vous nous présenter rapidement le cadre réglementaire du cyberespace et les quelques initiatives mondiales et africaines sur le sujet? Alors, bonjour. D'avoir lancé le défi d'organiser ce séminaire, ce forum dans des temps difficiles. Bravo pour tous les organisateurs et merci pour le modérateur. Donc, pour commencer, la gouvernance de l'Internet a commencé avec le sommet sur annuel sur la gouvernance de l'Internet. Le premier a eu lieu en 2006 à Athènes et là, celui de 2019, c'est-à-dire le 14e forum, a eu lieu en Allemagne, à Berlin. Et cette année, bien sûr, compte tenu de la pandémie Covid-19, la réunion annuelle sur la gouvernance de l'Internet aura lieu d'une manière virtuelle et sera organisée par les Nations Unies en novembre 2020. Et je pense qu'on peut s'inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes au niveau de la plateforme virtuelle des Nations Unies concernant la gouvernance de l'Internet, édition 15 de 2020. Alors, l'objectif de la gouvernance d'Internet, c'est d'assurer d'une manière coordonnée avec les sociétés civiles, avec les gouverneurs, ceux qui nous gouvernent un peu partout dans le monde, et les acteurs de l'industrie. Ils se réunissent. Pour vous donner une idée, la réunion le forum annuel de Berlin a réuni plus de 3500 délégués. Donc, c'était des grandes réunions où on discute un peu comment assurer la gouvernance de l'Internet et comment faire évoluer l'Internet dans l'intérêt de tout le monde, sur le plan de la langue. Aujourd'hui, il y a une dizaine de langues qui sont opérationnelles dans Internet. Sur le plan de la gestion des adresses IP, aujourd'hui, on est en train de préparer le passage de l'IPv4 à l'IPv6. Et bien sûr, notre continent, il se prépare aussi parce que
les adresses IPv4 sont saturées. Bien sûr, tout ça est fait en collaboration avec l'ICANN, qui est gestionnaire des adresses IP. Et on s'occupe aussi de comment réduire la fracture numérique, des questions liées à la cybersécurité au niveau mondial, des problèmes de l'environnement, problèmes de genre. Donc, il y a une multitude de... Ça, c'est au niveau mondial. Mais au niveau de chaque pays, on organise des forums de gouvernance d'Internet. Par exemple, en 2018, on a organisé le forum de la France. Et au niveau de notre continent aussi, nous organisons au niveau des régions de notre continent, on organise d'une manière décentralisée les forums concernant la gouvernance de l'Internet. Voilà un peu l'introduction sur, bien sûr, l'édition 2020 au rapport objectif de voir comment créer un raccourci en utilisant le numérique pour justement réaliser les 17 objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies à tous les pays membres des Nations Unies à l'horizon 2030. Donc, c'est comment, justement, parmi les points à l'ordre du jour, comment organiser les 17 objectifs de développement durable en utilisant le numérique pour faire un raccourci, parce qu'il y a une lenteur pour leur réalisation. Donc, on va utiliser le numérique pour booster un petit peu la réalisation de ces objectifs de développement durable. Voilà un peu le panorama de l'objectif de la gouvernance de l'Internet. Bien sûr, les aspects techniques, tels que la gestion de l'adresse IP, sont gérés par l'ICANN, qui tient aussi, elle aussi, des réunions annuelles auxquelles on participe, mais ils sont aussi présents au niveau des forums de la gouvernance d'Internet. Il y a les aspects d'ingénierie et on en parlera tout à l'heure. Voilà, merci, monsieur. Merci, monsieur Kaouja. Vous avez parlé de ces instances internationales. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place arrive à occuper l'Afrique dans ces instances? Est-ce que l'Afrique est assez représentée? Est-ce que ça a voix porte? Bien sûr, c'est une très bonne question. Dans ces réunions, bien sûr, il faut qu'on maîtrise les dossiers pour pouvoir passer sa parole ou sa communication. Bien sûr, l'Afrique est très présente dans ces réunions. On vient en force et on est de s'organiser afin justement de tenir compte des besoins de notre continent. Bien sûr, je note qu'il y a Afrinic, il y a 5 registres au niveau mondial qui gèrent les adresses IP. Au niveau de notre continent, il y a Afrinic qui gère les adresses IP pour le compte de l'Afrique. Donc, pour répondre à votre question, oui, on est présent presque dans toutes les éditions en force de la part des pays africains. Merci, Monsieur Kaouja. Madame Ololale, Mr. Kaouja just talked about the governance of Internet at let's say, the worldwide level, okay, and let's say, the involvement of Africa. Can you tell us about, let's say, the maturity of the governments of Internet in Africa? And maybe the initiative you have at Facebook level for the governments of Internet. Thank you very much. I would say that of course the maturity level of internet governance in Africa is probably not where we want it to be, but I think there's giant strides being made. I'm aware the AU has been, working with stakeholders to ensure that they build capacity and convene internet governance forums at the regional level. So I know they have in East Africa, West Africa, across all the regional economic communities, as well as, national internet governance forums, just to build capacity and to have conversations in a multi-stakeholder approach to advance the governance of the internet. As Facebook, we completely believe in the principles of internet governance in the sense that we do not believe that it's something that can be done by a single party. It really takes, all the stakeholders that we can imagine to ensure the governance of the internet, and that would include, of course, policymakers, private companies like ours, and other organizations, working in this sphere. And so our approach is really to collaborate
whether it's with policymakers, or it's with civil society organizations to advance principles that will ensure that the internet is safe and is secure for all those who use it. And in addition to that, I mean, for us, the internet is a powerful force for good. And we believe that people having access to the internet makes it, easy for them to advance and for the continent to advance as well. But the reality is that the internet is far beyond the reach of average Africans. I mean, we're told that only 40% of Africans have access to the internet. And beyond just that, there's also, I mean, the gender digital divide, which is a very, very real thing, because we find that women are less able to access the internet. And so that's why, as Facebook, we are very committed to different connectivity initiatives, not only in Africa, but around the world, to ensure that we bring the internet to as many people as possible. Thank you. Thank you very much. Monsieur Koudougumi. Oui, bonsoir. Bonsoir, content que votre problème de connexion soit résolu. Et merci de nous rejoindre. Alors, nous venons d'aborder quelques questions relatives on dirait, à la gouvernance de l'Internet au niveau de l'Afrique. Il y a une question qui revient régulièrement, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour cette question importante parce qu'aujourd'hui, gouverner Internet en Afrique, d'ailleurs, c'est très important. D'abord, avant de répondre directement à votre question, je souhaiterais vraiment de revenir sur la question même de la gouvernance d'Internet. Quand on dit gouverner Internet, ça veut dire d'abord participer à la gouvernance de cet outil sur le plan des infrastructures et sur le plan du partage des richesses créées grâce à cet outil-là. Donc, quand on regarde l'état de l'Afrique, sur sa participation des États africains dans la gestion de ces infrastructures, c'est que l'Afrique n'est pas associée globalement à la gestion de ces infrastructures d'Internet. Quand il s'agit sur le plan du partage des richesses créées, et ce n'est pas non plus, quand on regarde l'état des lieux de la richesse créée sur la plateforme, que ce soit par les plateformes ou par les industries d'Internet, on voit très bien que l'Afrique ou les États africains ne bénéficient pas comme il le faut. Maintenant, sur le plan, quand on regarde maintenant sur la question des droits et des litiges concernant dans la gouvernance d'Internet, l'Afrique est loin. Par rapport aux standards internationaux, on voit très bien que les utilisateurs africains ou bien on voit très bien que les internautes africains ont du mal à défendre leurs droits. Pourquoi? Quand on regarde, c'est beaucoup des États africains, les États africains ne voient pas Internet comme un outil, une opportunité de développement. Mais beaucoup des États qui ne sont pas véritablement démocratiques ne comprennent pas qu'Internet ne peut pas être considéré uniquement sur la voie, dans le sens politique du terme. Les gens ont peur d'Internet. Beaucoup de régimes ont peur d'Internet parce qu'Internet a révolutionné la notion même de la citoyenneté. On est passé d'une société où tout est vertical, contrôlé, où la circulation de l'information est gérée par les États et les institutions étatiques, à un autre modèle où les citoyens deviennent producteurs, témoins et acteurs de la circulation de l'information. Donc, cette diversité en fait qu'on est passé d'un citoyen passif qui a un rapport avec le gouvernant des commandements ou d'autorité à un modèle où les citoyens demandent des comptes, les citoyens vérifient, les citoyens agissent. Donc, ces rapports ont complètement changé et beaucoup des États africains n'ont pas su justement s'adapter à cette évolution. Voilà pourquoi vous avez constaté sur le continent africain beaucoup de coupures d'Internet, qu'ils soient pendant des crises politiques, qu'ils soient pendant des crises sociales et économiques. On voit que les États n'hésitent pas à couper Internet ou à censurer des applications comme WhatsApp, par exemple du Tchad ou au Cameroun, partout. Ou même pendant les processus électoraux où Internet était censé apporter une solution.
dans la transparence, l'équité et l'apaisement du processus électoral. Mais beaucoup de gouvernements africains coupent automatiquement Internet parce qu'ils ont peur de cet outil. Voilà pourquoi aujourd'hui, la question des droits humains, étant donné qu'aujourd'hui, avoir accès à Internet est reconnu par l'ONU comme l'équivalent d'avoir accès à l'eau, à l'électricité et aux denrées alimentaires des premières nécessités. Donc, Internet n'est plus cet outil où on peut n'importe comment censurer ou couper. Vous m'entendez ou je sais pas, on vous entend parfaitement. Ah, pardon, excusez-moi, comme je n'ai pas de retour, je n'arrivais pas je n'ai pas d'image, donc je n'arrivais pas à suivre. Donc, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'Afrique, vraiment, si vous voulez que l'Afrique participe à bâtir une souveraineté numérique et digitale, une Afrique capable de participer au niveau international dans la gouvernance d'Internet, parce que nous ne devons pas seulement nous focaliser dans la gouvernance d'Internet en Afrique. Parce que l'Internet, justement, la notion d'Internet a aussi supprimé complètement la notion des frontières, d'espace et du temps. Donc, l'Afrique aussi doit participer dans la conception, la gestion et l'orientation de tout ce qui doit être l'infrastructure, qu'il soit, par exemple, dans les attributions des bandes passantes comme la 5G aujourd'hui, qui est devenue un enjeu mondial. Qui a parlé de la 5G en Afrique? Est-ce que les États africains participent à cela? Non. Sur la gestion des fibres optiques, les Africains, est-ce qu'ils participent? Je ne crois pas. Est-ce que l'Afrique et les États africains ont été impliqués? Ça, ma collègue ou Madame Balkissa nous dira un peu plus peut-être, qu'aujourd'hui, des multinationales ou des plateformes comme Facebook, d'autres ont fait le consortium pour faire encercler l'Afrique par ces câbles. C'est formidable comme idée, c'est formidable comme outil pour permettre à l'Afrique de sortir. Mais est-ce que les États africains, la société civile africaine et toutes les organisations continentales africaines sont impliquées d'une façon que l'Afrique aussi tire sa part de cette infrastructure qui est en train d'installer? Est-ce qu'on a le contrôle là-dessus? Non. Là, je reviens sur la gouvernance, comme vous avez dit tout à l'heure, de la gestion des données. Aujourd'hui, la personne qui détient tes informations te détient. Alors, est-ce que l'Afrique, les institutions continentales, régionales et sous-régionales, est-ce que la société civile africaine sont vraiment prêtes pour protéger les données des Africains? Aujourd'hui, sur le continent africain, on n'a aucune institution continentale comme à l'Union européenne qui ont réussi à créer le RGPD ou autre, comme les États-Unis et ailleurs, en Chine ou ailleurs. Est-ce que les institutions africaines ont même pensé à créer ces RGPD à l'africaine? Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que gouverner Internet ou participer à ces infrastructures, ça ne sert absolument à rien si on est incapable sur le continent africain d'avoir des institutions ou des organisations capables de dire aujourd'hui que les données des Africains ne peuvent être détenues que sur le continent africain et sous le contrôle des institutions et des États africains. C'est très dangereux si cela n'est pas une réalité. L'Afrique finira par être un produit pour les autres. Voilà, là, je reviens juste, je ne peux pas dire tout d'un seul coup, mais en tout cas, sur la question de la liberté d'expression, sur la question d'accès à Internet, sur la question du coût, sur la question de la qualité d'Internet, l'Afrique est vraiment, vraiment très loin du standard international. Merci, M. Koudougoumi. M. Kaouja, Mme Ololade a parlé tout à l'heure de participation multipartite. Je pense que M. Koudougoumi est revenu sur le sujet. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans le processus de gouvernance de l'Internet au niveau des nations africaines, cette participation multipartite est vraiment mise en œuvre? Est-ce que nos gouvernements, dans leur procédure de mise en place on va dire du droit qui gouverne l'Internet, interrogent ou impliquent la société civile, impliquent les sociétés privées, le secteur privé? Ou est-ce qu'il y a des choses à réformer à ce niveau? Merci. Moi, je suis d'accord avec notre collègue, M. Abdelkarim, qu'il faut d'abord lutter contre l'ingérence
des puissants dans nos élections. Donc, il faut protéger nos processus démocratiques. Je suis d'accord avec lui aussi qu'il faut renforcer la sécurité de nos données. Et là, j'appelle que tous les pays peut-être doivent signer la convention de Malabo, qui n'est pas encore à date d'aujourd'hui signée par tous les pays de notre continent. Donc, pour revenir à votre question, on voit quand on assiste à des réunions au forum de gouvernance d'Internet, on est présent. La société civile est présente, les gouvernements sont présents, les régulateurs. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la maîtrise des sujets. Moi, en discutant avec les Cannes pour négocier quelque chose pour notre continent, il m'a dit c'est très simple. Nous voulons que vous maîtrisez les choses, on vous donne. Bien sûr, en plus de la négociation, de la communication, du droit, etc. Le problème, c'est la maîtrise de l'Internet. Le réseau Internet, c'est un réseau complexe qui contient plusieurs aspects compliqués. Donc, nous devons accentuer la formation et le choix des personnes qui assistent à ces forums de la gouvernance de l'Internet. Si la société civile veut être active, il doit maîtriser les sujets et envoyer les plus compétents. La même chose pour nos gouvernements. Il faut envoyer des gens soit à l'ICANN, soit dans les forums IGF. Il faut qu'on envoie des gens qui maîtrisent pour arracher des choses. Parce que, comme on dit, la diplomatie, c'est comme la musique. Si on n'a pas d'instrument de musique, on ne peut pas faire une belle musique. Si on n'est pas très fort sur le plan de communication, de puissance, nos interlocuteurs, les Occidentaux ou les Asiatiques, ne nous écoutent pas. Donc, il faut qu'on forme une élite capable d'arracher. Parce qu'il s'agit d'arracher. Il n'y a pas de générosité. On n'aura jamais, par exemple, une copie du serveur Racine en Afrique. Il faut qu'on l'arrache. Il faut qu'on la maîtrise. Donc, il faut maîtriser les sujets, tels que, par exemple, l'adressage IP. Il faut qu'on maîtrise la technologie de l'Internet. Il faut qu'on maîtrise les sujets. Le problème, je suis d'accord avec vous, ces réunions de gouvernance d'Internet, c'est des réunions multiparties. Il faut réunir les gens, mais il ne faut pas se réunir pour la réunion, simplement. Il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut choisir des équipes jeunes qui parlent anglais, qui connaissent le droit, l'art de la négociation, de communication, parce que ces réunions internationales auxquelles je participe souvent, c'est des réunions où prendre la parole, ce n'est pas facile. Arracher une chose, ce n'est pas facile. Vous êtes en face des États-Unis, vous êtes en face des Russes, en face des Chinois, et il faut qu'on forme, notre continent peut-être formera une équipe, surtout pour les intérêts communs entre tous les pays, pour bien représenter notre continent et arracher des choses pour notre continent. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, M. Kaouja. Madame Ololade, I want to come back to you. You talk about some initiative. You are talking at Facebook legal for, let's say, Internet in Africa. Can you develop about it? Let's talk about, let's say, privacy and access to Internet. Okay, thank you very much. So as my colleague Balkisa already mentioned, at Facebook, we take privacy very, very, very seriously. And she shared, with everyone our 7 key privacy principles. And I'm not going to go into all of them, and read them out one by one, but I want to focus on one in particular, which is about security. So what we say is that we take the security of our users extremely, extremely seriously, and we do all within our efforts to ensure that we protect the security of our users and their personal information. And beyond that, I think a year ago, we came out with what we called our privacy-focused vision of for social networking. And I think 2 of the key principles that we spoke about, I think, are relevant in this regard. So one of them was about encryption, which for us is very important to protect the security of our users. And the other one was also the safe and secure storage of the data of our users, because we believe our users have to be, their personal data has to be safe and secure while they are using the internet generally, but specifically when they are using our platforms. And then to just maybe go a little deeper into this, to say that
within the continent, there's kind of a challenge in the sense that we find that, you know, personal information, privacy is often having a tension with this concept of national security. And for us, we completely understand national security is a very important thing. We need to protect our countries from, you know, things like terrorism, from espionage and things like that. But there's a challenge because we find that it's very difficult to define exactly what national security means. And we know that if you look at, for example, the Malabo Convention, national security is an exemption. So the convention does not necessarily apply in terms of, you know, personal data being protected in cases of national security. And so how do we define national security? It's often very difficult to do that. And I think the challenge we have with the Malabo Convention, even though, I mean, it's not yet in force, is that when you look at the implementation mechanism, we don't really have it looking squarely on data protection. Surely there's a mechanism, but it focuses primarily on cybercrimes and protecting cybersecurity. And we do know that while cybersecurity, cybercrimes, and data protection are related, there's actually some difference between these three concepts. But I mean, looking beyond the Malabo Convention and looking at it from a rights perspective, we do have some guidance in the form of the African Commission on Human and People's Rights, which, as we know, was established to oversee the implementation of the African Charter, which is our continental treaty for the promotion and protection of human rights in Africa. And last year, precisely in November 2019, that AU organ came up with a declaration of principles, which was developed to expound on the provisions of Article 9 of the African Charter, which deals with freedom of expression. And that document deals specifically with issues around security, specifically around surveillance. And I just want to share some of the key principles that it has expounded on. So this obviously is speaking to states, right? And we are aware that internet governance is not only a state issue, but the state plays a very big role, a leading role in ensuring the internet governance and the safety of the internet and all that. So it focuses primarily on the state and says that the states should not engage in or condone acts of indiscriminate and untargeted collection, storage, and analysis of a person's communications. And also lays down the criteria to say that if you want to engage in surveillance, it has to be done in a particular way. It must be, first of all, authorized by law, and that law must conform with international human rights standards that state has voluntarily acceded to and ratified. And just to give some of the key principles that the declaration says that states should uphold. So for example, it says that there must be prior authorization by an independent and impartial judicial authority. There must be due process safeguards is another one. There must be specific limitation on the time and manner and the scope of the surveillance that the country is conducting. And there must be notification of the subject matter of the surveillance, subsequently of the fact of that surveillance. There must also be transparency about this, and there must be effective monitoring of this system. So like I said, we understand that sometimes it is necessary for us to even give the data of our users when it comes to issues of law enforcement. But this has to be done in an orderly manner, in a manner that also protects the privacy and security of the users. And so we need to find that balance. And so in a nutshell, that is the way we see it. We see it as very important that an environment is created whereby we find a good balance. We protect national security, but at the same time also protect the privacy and safety of our users. Thank you. And you talk about the principle issued by European Union. In fact, one of the principles is access to internet, or we can say, I don't know, it is the good translation, neutrality of
Internet. Okay, talking about this access, we have some, let's say, some issues when the US try to, let's say, they retire some principle from their law about the neutrality of Internet a few years ago. And there is a lot of discussion about it. What is your position about that? Okay, so, hello, can you hear me? Yeah, we can hear you very well. Yeah. Hello. So, I mean, we subscribe to the principle of net neutrality, and to be honest with you, my remit is really on privacy, and so all I can say in a very general manner is that we subscribe to the principle of net neutrality, and we ensure that we uphold that. We do not discriminate. We do not, give unfair, unfavorable advantage to anyone who is using our platforms. Yeah, so that's what I can say in a nutshell. We subscribe to that principle as well. Monsieur Kaoucha, Oui. que pouvez-vous nous dire sur la neutralité de l'accès à l'Internet? Très bonne question. Est-ce aujourd'hui une opportunité pour l'Afrique ou plutôt une menace? Non, il faut dire qu'il y avait toujours la volonté des Américains pour éliminer la neutralité du net. Il faut dire que c'est Obama qui a fait que la neutralité soit une réalité dans le monde. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du président Trump, et à travers la FCC, on a décidé la non-neutralité du net. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire la discrimination entre les utilisateurs d'Internet au niveau des tarifs ou des débits. Moi, je suis riche, je pourrais payer un Netflix à haut débit à un prix intéressant. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'aurai pas le débit que le riche aura lieu. Donc, cette non-neutralité du net a été décidée depuis l'arrivée de Trump au niveau de la FCC et il est opérationnel aux États-Unis. Et comme notre collègue, Madame Olo, l'a signalé, bien sûr, les Européens ne sont pas d'accord. Et nous aussi, au niveau de notre continent de lecture numérique, on doit adopter la neutralité du net. On n'est pas d'accord. Mais il faut dire que ce terme neutralité n'est pas uniquement dans l'Internet, mais aussi l'actualité dans la 5G. Comme M. Abdelkarim a parlé de la 5G, dans la 5G, il y aura la non-neutralité de la 5G. C'est-à-dire que demain, avec la 5G, mais ce sera une non utile. Si j'ai un médecin qui est en train de faire une téléchirurgie, il sera prioritaire par rapport à, par exemple, consommateurs qui utilisent le téléphone pour voir une vidéo. Donc, il y aura de la non-neutralité sur le réseau 5G. Au niveau des fréquences aussi, on a décidé la non-neutralité des fréquences pour permettre aux opérateurs d'utiliser les fréquences comme ils veulent, au niveau mondial, au niveau de l'Europe. En Afrique, ce n'est pas encore d'actualité. La neutralité des fréquences. Donc, pour répondre à votre question, nous, à ma connaissance, on n'est pas d'accord avec la position américaine en ce qui concerne la neutralité du net. On est d'accord avec la neutralité du net. Merci, M. Kaouja. Je reviens à vous, M. Kounougumi. Donc, vous avez fait un point un peu sombre de la gouvernance de l'Internet en Afrique. Et selon vous, quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent? Ce n'est pas sombre, mais c'est la réalité. Quand ça ne marche pas, il faut le dire. On a toujours tendance à se fermer les yeux sur une réalité et on se ment à nous-mêmes. Nos dirigeants doivent se réveiller. Vu la vitesse à laquelle le monde est en train de changer, vu à la vitesse à laquelle la digitalisation du monde est en train de se faire, sans nous, pratiquement, et beaucoup de choses se décident pour nous. Et l'Afrique n'a rien pour l'instant. C'est pour cela que c'est plutôt alarmant ce que je dis, pas sombre.
mais alarmant. Pourquoi c'est alarmant? Parce que quand on regarde l'état de l'Afrique, quand on regarde même, vous parlez aujourd'hui de neutralité du net, on parle de la gouvernance. En Afrique, les gens n'arrivent même pas à gouverner des États. La bonne gouvernance, déjà, ils n'arrivent pas à le faire. Et on demande à des gens qui n'arrivent même pas à rendre effective la bonne gouvernance classique, on leur demande d'aller faire la bonne gouvernance d'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? La gravité de la situation. Donc, voilà pourquoi, moi, c'est plutôt vraiment un cri d'alarme. J'appelle à nos dirigeants de comprendre les enjeux. Ce n'est plus des affaires des États intérieurs, ce n'est plus des affaires des États d'Afrique régionale ou sous-régionale. C'est carrément l'Afrique comme continent qui est en jeu par rapport aux autres enjeux, aux autres continents. Voilà pourquoi vous parlez de la neutralité du net, mais pour que les Africains doivent justement vont être victimes de cela parce que le contenu qui vont circuler, ce sont les gens qui ont l'argent, ce sont leurs contenus qui vont être visibles. Ce sont des gens, priorité, l'information africaine ne circulera plus parce que s'il n'y a plus la neutralité du net, chacun paye pour que son contenu soit mis en avant, priorisé, visible. Mais si nous, on n'a pas la capacité institutionnelle de contrôler la circulation des contenus d'Internet et de l'information sur notre continent en mettant des règles et en assurant l'effectivité de la neutralité sur notre continent, sur notre sol, quand ça circule, ça doit être comme ça, et les autres vont nous marcher dessus, ils vont nous écraser. Voilà pourquoi ma crainte, c'était cela. Quand j'ai pris l'exemple, par exemple, de ce super câble qui est en train de faire autour de l'Afrique, ce n'est pas des États africains qui ont décidé, mais c'est des entités qui viennent aujourd'hui en Afrique chercher des données. Que vous les voulez ou pas, il y a eu la course vers l'Afrique en 1884. On a colonisé l'Afrique. Après, il y a eu la course vers des ressources africaines, les pétroles, les diamants. Aujourd'hui, les données sont plus importantes que les diamants. C'est plus important que l'or. Si aujourd'hui, quand vous voyez Facebook, Apple, tout ce que vous voulez sont des multimilliardaires, ce n'est pas en vendant du pétrole qu'ils sont devenus milliardaires riches, non. C'est en vendant des données. Voilà pourquoi ça m'alarme, parce que c'est ce qui va arriver à l'Afrique. On a vendu du pétrole, ils ont tout fait. Est-ce que ça a développé à l'Afrique? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, des Africains ont des infrastructures pétrolières et autres minières qui transforment sur place et qui bénéficient à l'Afrique? Non. On est toujours à l'économie des cueillettes. Tout le monde vient, on prend de chez nous et ils partent. On nous envoie des produits finis. Et ça serait exactement la même chose dans le domaine d'Internet et digital si on ne se ressaisit pas. Voilà pourquoi ce que je dis, ce n'est pas sombre, c'est parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, parce que je suis un peu énervé là-dessus, parce que je sens qu'on est en train de rater un rendez-vous. Ce n'est pas à cause des autres, ce n'est pas la faute des multinationales ou des États qui viennent prendre ce qu'il y a chez nous. C'est parce que nous, les Africains, on n'est même pas aujourd'hui capables, à travers nos gouvernants, nos institutions régionales, sous-régionales et continentales, de pouvoir proposer une alternative. Il n'y a pas d'alternative. Nous devons construire une alternative pour aboutir justement à créer un rapport de force capable à l'Afrique de pouvoir s'imposer en tant qu'entité homogène et cohérente pour défendre nos droits et des internautes africains. C'est cela ce qu'il faut poser le problème dans le fond. Vous m'avez demandé comment on va faire. Eh bien, il faut commencer déjà par connecter toute l'Afrique. Que chaque État africain, chaque gouvernement investisse dans des infrastructures capables de connecter ou même élever le niveau de la connectivité en Afrique. On est seulement à 23% sur l'ensemble du continent. Pendant que dans d'autres continents, les gens sont presque à 100% de connectivité dans leur pays et dans leur continent. Une fois qu'on a connecté tous les Africains, une fois qu'on a connecté toutes nos économies, une fois qu'on a connecté tous nos États, nos institutions et que nos citoyens, nos jeunesses, 800 millions de jeunes Africains sont en train d'arriver, qui ont moins de 30 ans qui sont en train d'arriver. Tous connectés, chacun avec le smartphone dans sa poche. Avec la mobile money, la bancarisation, l'inclusion, c'est une révolution qui va se passer en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour transformer cette révolution à l'intérêt de l'Afrique? Rien. Il n'y a même pas aujourd'hui, vous m'avez parlé des questions des droits de l'homme, de la liberté d'expression, des contrôles, tout ça. Aujourd'hui, au Tchad, par exemple, mon pays que je connais très bien, on a mené beaucoup de campagnes,
Le gouvernement est capable de couper Internet pendant 1 année et demie aux Tchadiens parce que le gouvernement a peur d'Internet ou parce qu'il ne veut pas que les citoyens s'informent. Est-ce qu'il y a une institution africaine quelque part qui a dit au gouvernement tchadien que aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il est absolument inadmissible de couper Internet à son peuple pendant 1 année et demie? Personne. Alors, comment voulez-vous gouverner Internet sur le continent s'il n'y a même pas de telles institutions ou même de telles autorités pour pouvoir dire à nos États de ne pas faire ou de ne pas couper d'Internet, pour permettre aux citoyens de s'exprimer, aux journalistes de parler ou de diffuser des contenus qui sont contraires ou même qui les critiquent? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi le réveil doit se faire. Nous ne devons pas toujours demander ou même profiter de l'arrivée ou des investissements étrangers pour pouvoir profiter de quelque chose. Nous devons inventer et créer nos propres entreprises, nos propres institutions capables de parler et de dealer d'égal à égal et en défendant nos intérêts sur le continent, en mettant en avant des entreprises africaines tenues par des Africains et qui investissent dans le digital. Il n'y en a pas. Donc, ce que je suis en train de dire au début, ce n'est pas parce que pour noircir l'image de l'Afrique, non. C'est parce que de dire aux Africains, réveillez-vous. Ce que vous êtes en train de faire, c'est formidable. Madame est en Afrique du Sud, monsieur en Tunisie, je ne sais pas, quelque part, moi je suis à Paris, on parle, c'est ça l'Afrique de demain. C'est des initiatives comme ça qu'on doit multiplier afin qu'on puisse comprendre que l'Internet, la gouvernance d'Internet est primordiale si vous voulez que l'Afrique ait sa place dans le monde digital qui se constitue demain. La démocratie, la liberté, tout ce que vous voulez, mais sans Internet, on n'ira nulle part. Merci, M. Koudougumi. M. Kaouja, Oui. Balkissa, vous souhaitez intervenir? Oui, j'aimerais bien intervenir à 2 pics que mon cher ami Abdelkarim a eu à nous lancer par rapport au consortium, au projet de câble, en fait, Tout Africa. C'est une conversation que je pense qu'on a eue à plusieurs reprises, Abdelkarim et moi-même, et aussi nos équipes pour éclaircir certaines de ces préoccupations. Donc, en fait, il faut comprendre que le projet Tout Africa, déjà, ce n'est pas un projet qui est uniquement porté par Facebook. C'est un consortium avec d'autres membres. Entre autres, il y a China Mobile International, il y a Djibouti Telecom, il y a MTN Global Connect, il y a Orange, il y a Saudi Telecom Company, il y a Telecom Egypt, Vodafone et il y a aussi WIOCC et Facebook. Donc, ce n'est pas juste des structures qui sont d'un continent donné, mais c'est vraiment un consortium avec plusieurs membres. Et il faut comprendre que cette idée, ce projet a vu le jour et est en train de prendre forme justement après les besoins qui ont été exprimés par les populations, par les partenaires en Afrique en relation avec la connectivité. Aujourd'hui, beaucoup de nos pays sont connectés à un seul câble sous-marin. Et lorsque ce câble est coupé, il n'y a plus de connexion dans le pays jusqu'à ce que le câble soit constitué, soit recollé en fait, soit réparé. Donc, c'est ainsi que ce projet a vu le jour. Et c'est un projet avec un investissement colossal qui demande en fait, qui a demandé en fait à ce que ce consortium soit mis en place. Et il faut comprendre, Abdelkarim et tous, que ce n'est pas un projet que le consortium vient et déploie dans tous les pays comme ça. Il y a des autorisations à obtenir et qui dit autorisation veut dire bien entendu déjà être aligné avec la régulation dans le pays, obtenir les autorisations nécessaires auprès des régulateurs. Cela va aussi sans dire qu'il faut aussi des échanges en termes de sensibilisation des différentes autorités et des autres parties prenantes pour qu'ils puissent comprendre comment ce projet-là a eu le jour et aussi pour que nous puissions répondre à leurs inquiétudes. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre, je répète qu'Abdelkarim, on a déjà eu à avoir plusieurs échanges sur cette question et notamment sur la question des données que tu as mentionnées à 2 reprises. Donc déjà, moi, je pense qu'il est important de préciser cela. Et aussi, pour nous, il serait vraiment intéressant, c'est peut-être une conversation qu'on pourrait encore avoir à part, pour mieux comprendre quand tu parles de données, de quoi exactement tu veux parler, parce qu'il y a d'autres câbles sous-marins en Afrique en ce moment.
est-ce que ces questions que tu poses par rapport au câble To Africa est due à des problématiques que vous avez eu à constater par rapport aux câbles qui sont déjà existants et qui connectent certains pays du continent? Donc, c'est déjà important pour nous de comprendre pour pouvoir mieux répondre à cette question-là. Et je ne sais pas, peut-être que ma collègue Ololade, qui est vraiment notre experte sur la vie privée et la protection des données, voudrait aussi rajouter quelques points sur ce projet-là, si le modérateur le permet. Bien sûr. Lola, do you want to add anything on To Africa and data? Yeah, thank you very much. Just to say that, I mean, just to reinforce what you've said, you know, that To Africa is really born out of our commitment to ensure there is connectivity. It's not a Facebook thing, it's a consortium. And we are absolutely committed to protecting the data of our users. We do not intend in any way to violate the trust that has been given unto us. And there is, I mean, even though we know that there is no, at least for Africa, there is no global like equivalent of the GDPR, we still do not take that as a free for all, and we do not respect basic international data protection principles. And so, like my colleague said, this is really born out of a desire to ensure that the world is connected, and we know the situation we have on our continent. And so we ensure that we do protect the data of those who are going to be part of that, part of this initiative. There is no intention to tamper with or to, you know, unduly benefit from the data of those who will be using this infrastructure. Merci, Madame Ololade. Monsieur Koudoumi, Monsieur Koudou-Goumi, vous souhaitez intervenir? Il me semble que votre micro est coupé. Rapidement, parce que nous sommes presque au terme de la session. Micro. Votre micro, on ne vous entend pas. La question, ce n'est pas Facebook, on n'a pas dit Facebook. Facebook, même si Facebook est tellement connu que tout le monde, quand on parle de câble africain, c'est tout de suite pense Facebook, parce que Facebook est l'entreprise la plus en vue. Personne ne connaît ceux qui sont derrière. Donc, vous devez communiquer vraiment pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas que Facebook derrière. Donc, moi, je n'ai pas parlé de ça. Moi, quand je parle de la souveraineté africaine dans la gestion des données des Africains, en fait, je ne parle pas seulement de ces câbles. Il y a aussi Starlink d'Elon Musk aujourd'hui qui est en train de déployer des satellites qui va donner d'Internet à l'Afrique. Et qui contrôle cela? Il y a aussi beaucoup de backbone. Donc, je donne juste un exemple en te disant qu'il y a des câbles. D'ailleurs, moi, je suis très content qu'il y ait ces câbles. Ce qu'on demande, c'est que maintenant, il faut qu'il y ait de la participation de la société civile, des Africains et tout ça, pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe. Vous me parlez de données. Oui, aujourd'hui, quelle est la richesse de ces entités-là si ce n'est pas la commercialisation des données? Ce que je demande, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un retour. Si on a commercialisé des données, imaginons par exemple si on vend des données et que si ça marche pas des marges, automatiquement, on va donner de l'argent à ces États-là pour que cet argent puisse être investi dans les infrastructures d'Internet, développer Internet et que ça sert comme un impôt sur les données. Il faut que c'est cela. Ça permet à l'Afrique d'investir. Maintenant, on a parlé aussi sur la question de noms de domaine que je voulais dire. Vous voyez, aujourd'hui, la question des noms de domaine. Aujourd'hui, il n'y a pas un nom de domaine, par exemple, .Afrique. Qui gère le nom de domaine? En tout le monde, les noms de domaine concernant les États africains sont gérés à l'extérieur de l'Afrique. Nous devons créer nos propres infrastructures capables de gérer les noms de domaine africains et ça génère aussi des richesses là-dedans. Et ces richesses-là seront partagées et investies dans les infrastructures. Voilà, Balkissa. Ce que je pense, ce n'est pas de ce câble-là, ce n'est pas négatif. C'est vraiment une très belle initiative. Ce que je regrette de cette initiative, c'est que je disais que ça ne venait pas de nos États, ça ne venait pas de nos institutions, et que c'est toujours de l'extérieur quand les gens pensent pour nous. C'est cela que mon indignation allait dans ce sens-là. Et c'est mon exigence dans ce consortium, je vais le dire comme ça, parce que je n'ai jamais dit que c'est le câble de Facebook. Ces consortiums-là doivent vraiment continuer à communiquer, continuer à faire en sorte que cette fois-ci, que ce câble-là puisse en bénéficier à tout le monde.
parce que l'Afrique aussi a besoin de partager les richesses d'Internet. Merci, M. Koudougoumi. Le pauvre modérateur. Rapidement, en 1 minute, Balkissa, mais vraiment en 1 minute. Parce que nous sommes presque au thème de la session et il faut prendre quelques questions. Ok, juste remercier Abdelkarim pour avoir apporté des éclaircissements par rapport à sa question. Et je voudrais aussi vraiment le rassurer que l'initiative de ce câble-là est venue de besoins exprimés par les populations. Parce que pour nous, les populations sont au centre de tout ce que nous faisons, pas les gouvernements, mais les populations. Donc, c'est parce que les populations ont exprimé un besoin pour une meilleure connectivité que nous avons pensé à ce projet-là avec d'autres. Donc, ce n'est pas juste nous. Néanmoins, je voudrais aussi en profiter pour répondre à la question touchant à la commercialisation des données. Je pense qu'il est important de revenir là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes vraiment transparents lorsqu'il s'agit de notre business model. Et beaucoup de gens se disent à tort que Facebook vend les données, mais je peux vous dire en 2 mots, c'est faux. C'est faux. Facebook ne vend pas les données. Vendre les données serait d'ailleurs, ce serait en fait, ce serait nuire à notre modèle d'affaires. Donc, la réalité, en fait, c'est qu'en créant cette plateforme-là, l'idée, c'était de mettre en place une plateforme qui est accessible à tous pour que tous puissent exercer sa liberté d'expression. Mais quelle est la manière de la faire, vraiment, pour donner à tous accès? Eh bien, c'était tout simplement mettre une plateforme disponible gratuitement à tous, parce que tout frais qui serait mis pourrait être une barrière pour certaines personnes. Donc, la plateforme est libre d'accès à tous. Personne ne paye pour y accéder. Néanmoins, comment la plateforme fait pour survivre? Comment répondre, par exemple, aux charges qui touchent à la sécurité, par exemple, pour construire les data centers, pour s'assurer de la sécurité des données de nos utilisateurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'argent. D'où cet argent pourrait venir? L'idée qu'on a trouvée, c'est de commercialiser des publicités. Des publicités. Néanmoins, quand on a commencé à commercialiser les publicités, les utilisateurs nous ont dit, si vous voulez faire des publicités, nous, on veut des publicités qui soient adaptées à nos besoins. On ne veut pas être bombardé de n'importe quelle publicité. Maintenant, il fallait trouver une solution. Comment faire en sorte que la publicité que nous faisons soit adaptée aux besoins de Ololade, ou les besoins de M. Khoudia, ou les besoins de Balkissa? Il faut comprendre, il faut les connaître. Et donc, ce que nous faisons, c'est juste qu'en fonction, en fait, des groupes que les utilisateurs like, de ceux qui like et autres, on les met dans certaines catégories et nous offrons en fait la possibilité aux annonceurs, donc les gens qui font la publicité, de faire des publicités vers ces groupes-là, sans leur donner des données. Et tout utilisateur a la possibilité d'aller dans ces paramètres pour reconfigurer ces paramètres en fait. Et tout utilisateur a la possibilité d'aller encore dans ces paramètres pour même voir les sites auxquels il ou elle a eu accès dans le passé et a eu à signer des clauses en fait qui permettent à ce site-là de partager des données à Facebook et de dire non, je ne veux plus que Facebook ait accès à ces données-là. Ce sont des décisions que nous avons prises qui ont un coût sur notre revenu, mais parce que nous sommes conscients qu'il est important, en fait, nous prenons au sérieux la confidentialité et les données de nos utilisateurs. Nous voulons vraiment être transparents avec eux et surtout, nous voulons leur donner le contrôle sur leurs données. Les données ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à vous, ils appartiennent aux utilisateurs. Et donc, tout le monde aujourd'hui peut décider de supprimer ces données s'il le veut. Ce ne sont pas nos données, ce sont vos données et vous avez les outils que nous avons mis à votre disposition pour contrôler ces données-là. Merci. Merci beaucoup, Balkissa. Nous sommes presque au thème de notre séance. Nous allons ouvrir la série de questions et voir s'il y a quelques questions dans la salle ou pour ceux qui interviennent ou qui nous suivent en ligne. Pas de questions? Il y a une question derrière. Vous ne me voyez pas, je suis derrière les projecteurs. Bon, voilà, Belhachmi Anouar du Maroc, directeur général de la société Palantir International, spécialisée en sécurité informatique. Voilà, je souhaiterais faire non seulement ça ne sera pas une question, mais ça sera un constat. Alors, ce constat est très simple. Aujourd'hui, quand on assiste au congrès forum
dans les domaines des telcos ou de la sécurité informatique de par tous les pays d'Afrique, nous remarquons que les interventions sont faites par des jeunes ingénieurs africains spécialisés. Et si on voit quelles sociétés embauchent chez ces jeunes ingénieurs, on retrouve des sociétés de la taille d'Amazon, d'eBay, Google. Et je voudrais revenir il y a une dizaine d'années ou un peu plus, une quinzaine d'années, un jeune Marocain, étudiant en informatique, a pu envoyer une notification à Google concernant la sécurisation d'un certain nombre de leurs serveurs d'accès. Voilà, c'est un constat très simple, c'est un constat qui est à la fois pour de la sécurisation, mais aussi il faudrait penser à l'infrastructure. Aujourd'hui, plusieurs zones en Afrique n'ont pas l'accès à l'électrification. Comment pensez-vous que cette minorité de personnes ou éventuellement ces usagers pourront demain avoir accès à Internet, à la 5G, alors qu'il n'y a pas de plan d'infrastructure pour électrifier leur zone? Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, les gouvernants, d'abord, doivent motiver ces jeunes qui sont formés, qui ont cette hâte d'apprendre, de rester d'abord dans leur pays et d'apporter leur pierre à l'édifice et de pouvoir travailler dans leur pays et non pas s'exporter à l'étranger. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'Africains qui travaillent pour des structures comme VMware, comme AirWatch, qui sont les numéros 1 en sécurité, en MDM, en Mobile Device Management? Plus de 30% des ingénieurs de VMware aujourd'hui sont d'origine africaine. Pourquoi ces cerveaux sont partis de la terre d'Afrique? La question est là. Il faudrait motiver ces jeunes pour qu'ils puissent rester. Et ce n'est pas un plan à faire sur une année ou sur 2 ans. C'est une vision stratégique sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années. Monsieur qui intervenait du Tchad a raison. Le constat est alarmant aujourd'hui. On est en situation d'urgence. La 5G arrive alors que certaines zones n'ont pas encore la 3G. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Rapidement, pour terminer, je vais vous demander à chacun de nous donner en fait les 3 actions imminentes que l'Afrique devrait prendre pour être au rendez-vous, on va dire, de la gouvernance de l'Internet. Je commence par vous, monsieur Kourougoumi. Je pense que vous mourrez d'envie d'intervenir sur en fait, les propos de madame Balkissa, mais rapidement, nous n'avons plus de temps. En 2 secondes. Moi, je voulais vraiment rassurer Mme Balkissa que, en fait, c'est la confusion que tout le monde fait. Facebook n'est pas égal à Internet. Même si Facebook est dominant, quand on parle de données, c'est pas forcément Facebook. Il y a plein d'autres plateformes qui ne respectent pas ou qui n'ont pas l'éthique de Facebook. Vous avez mis des outils pour protéger, mais est-ce que les autres plateformes le font? Je ne crois pas. Voilà pourquoi, quand je dis données, ma pensée ne va pas systématiquement à Facebook, mais à toutes les plateformes sur Internet qui n'ont pas ces mêmes éthiques et rigueur dans la gestion des données. Si vous avez une entreprise capable de le faire, c'est génial. Je vois que vous avez beaucoup d'efforts. Vous avez aussi personnellement beaucoup contribué. Maintenant, il faut que cela soit standardisé et généralisé. Voilà, vite fait. Ça, c'est ma réponse à Mme Balkissa. Qu'est-ce qu'on doit faire en 3 points? C'est très simple. Pour pouvoir être efficace, il faut déjà avoir le meilleur des outils. Est-ce qu'on a aujourd'hui en Afrique, en termes de connectivité, la meilleure des outils? Je ne crois pas. 2, est-ce qu'on a sur le plan législatif ou institutionnel, est-ce qu'on a des outils capables d'avoir des rapports de force favorables à notre continent pour discuter ou négocier ou défendre nos droits? Je ne crois pas. Et sur la question de la souveraineté numérique digitale de l'Afrique, est-ce qu'on est prêt? Non. Donc, nous devons investir dans ces 3 domaines afin qu'on puisse être, mais vraiment, compétitif, présent et offrir une alternative, peut-être le meilleur d'Internet qui arrive, ça sera africain, on ne sait jamais. Donc, travaillons à tous nos dirigeants, nos institutions, la jeunesse africaine et toutes les entreprises et multinationales qui interviennent en Afrique. C'est de créer une plateforme, stakeholder, où tous ces acteurs-là travailleront en intelligence collective dans l'intérêt de l'Afrique pour pouvoir enfin permettre à l'Afrique d'être au rendez-vous de l'ère numérique qui s'ouvre. Voilà pourquoi moi, ce que je veux, communiquons,
communiquons et travaillons ensemble, les différents acteurs du numérique digital, en bonne intelligence pour pouvoir arriver à l'objectif. Merci beaucoup, M. Koulougoumi. Madame Ololade, can you tell us what should be, let's say, the 3 major actions Africa should take for the governance of Internet, to improve the governance of Internet? Okay, thank you. I think we've spoken about this quite extensively. I would mention, first of all, connectivity. I think we need to invest more in connectivity. The situation we have is, I mean, it's improving, it's better, but it's definitely not where it should be. Like I said earlier, the internet holds so much promise, and literally Africa is being left behind. And so I think more effort needs to go into connectivity efforts in the region. And like I mentioned earlier as well, also closing the gender digital gap. That is very, very important, because without that, I do not see Africa moving beyond or increasing its economic development. So that's the one thing. The other thing I would say is more digital literacy, investing in digital literacy, because a lot of the challenges that we face and a lot of the frustrations that I think states face is just the way things are happening on the internet, and people are not really understanding and being able to figure out exactly how to go about conducting themselves responsibly on the internet. So I think we need to have more investment in digital literacy, and this is something that we as Facebook take very seriously, and we commit a lot of resources, not necessarily just financial, but also human resources, to ensure that we give people the necessary skills to be able to perform economic and other kind of activities on the internet. And the last one I will say is also ensuring that we ensure a stable internet and not encourage systems of internet shutdowns, because it does have a lot of economic impact, right across the board for everyone, for businesses as well as for the government as well. So those are the 3 things I would like to emphasize. Thank you. Very much. Monsieur Kaouja, je pense que les 2 intervenants ont parlé de connectivité, d'investissement en infrastructure, mais aussi en ressources humaines et des gestions en fait de la qualité de nos connexions. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ces points? Alors, moi, je suis de Rabat, au Maroc. Donc, je parle du Maroc. Alors, les mesures, je pense que le premier point, et qui est lié aussi à la gouvernance d'Internet, c'est plus d'implication et plus de transparence dans le processus pour associer tout le monde dans la gestion de l'Internet au niveau de chaque pays. Il faut associer les jeunes, leur donner de la confiance, les faire participer aux réunions internationales. Deuxièmement, à mon avis, il faut encourager l'esprit d'innovation et d'esprit start-up. Comme disait Abdelkarim tout à l'heure, la quincurie existe. Nous avons des câbles sous-marins, nous avons un satellite qui arrive. Une dizaine de projets sont déjà en cours de lancement par Amazon, le projet Kepler ou par SpaceX. Donc la quincurie existe, mais il faut qu'on ait des jeunes pour justement mieux gérer cette quincurie. Troisième chose que je vais ajouter, il faut réduire la pression de l'administration et donner la chance aux jeunes entreprises pour participer en général. Il faut que les jeunes se sentent aussi concernés et qu'ils montent leur tape pour participer justement à l'innovation et permettre à l'Internet de se développer pour le bien-être des citoyens africains et comme ailleurs, Tony, en Russie et en Chine. Et j'espère que nous aurons de la chance de le faire. Et merci. Merci beaucoup. J'ai pris plaisir à animer ce panel. Je vous remercie tous de là où vous êtes. Et est-ce qu'on a des questions en ligne? Non, on est obligé de rendre l'antenne. Merci à tous. Merci à tous. Merci Zana, merci pour ta modération. Merci pour votre mot d'humeur. Et puis, vous avez réussi à mettre une bonne ambiance. Je pense que ça a permis de réveiller un petit peu la salle. Et surtout, on l'a vu sur les réseaux sociaux,
d'embarquer tout le monde vers une dynamique avec une certaine polémique. C'était extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. Sans plus attendre, on va quitter la société Internet et on va basculer sur le monde du digital. L'Afrique a une chance inouïe, c'est d'avoir beaucoup de startups. Et je pense que la crise Covid-19 a impacté tout le monde, mais aussi les startups en particulier. Et je pense en Afrique encore plus. C'est une chance, on l'a entendu ce matin quand on a parlé des GovTech, mais c'est aussi un parcours du combattant pour ces sociétés, parce qu'elles doivent faire une réalité du marché